Nous avons vu que la résilience était la capacité d'un organisme à résister à un choc et à s'adapter positivement au traumatisme qui va en découler. Et que dans le cas qui nous intéresse, le choc, c'est la décroissance industrielle inéluctable, et l'adaptation positive, c'est la transformation de l'organisation sociale que nous proposons. Mais la résilience, c'est, dans le même temps, la capacité de ce même organisme à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Et on nous demande souvent ce que nous entendons par là. Eh bien, c'est très simple. Nous entendons par là exactement le contraire de ce qu'entendent les représentants politiques actuels, c'est-à-dire que nous considérons que l'altération subie par la trajectoire humaine, c'est la croissance industrielle dans son ensemble, et non pas une phase épisodique de récession pouvant intervenir à un moment T sur la courbe de cette même croissance. Autrement dit, les représentants de l'oligarchie considèrent que la croissance industrielle, pourtant toute récente, 225 ans sur 5 millions d'années, soit à peine 10 secondes de la vie humaine rapportée à 24 heures, que cette croissance constitue un axiome historique incontestable et une option économique qu'on ne saurait discuter. Bref, le système mis en place après les révolutions du XVIIIe siècle est pour eux, pour les croissancistes, une évidence aussi limpide que le soleil qui se lève à l'est, voire aussi péremptoire qu'une prescription divine. Dès lors, on comprend que tout phénomène venant enrayer cette sacro-sainte croissance ne puisse être jugé que comme une altération de la normalité, la résilience devenant alors le niveau de capacité à revenir sur le chemin de la croissance régulière dans les meilleurs délais. Notre analyse est tout autre. Nous considérons que le système industriel tel qu'il a été mis en place par le régime politique oligocratique qui a remplacé la monarchie à partir du milieu du XVIIIe siècle constitue lui-même une altération de la trajectoire humaine. Ce jugement n'est pas un jugement subjectif, contestant par exemple la valeur de la culture issue de l'installation de cette civilisation industrielle. C'est une constatation comptable, montrant que le système économique mis en place est fondé sur des bases qui le conduisent immanquablement à la banqueroute. Cette faillite annoncée est radicalement distincte d'un éventuel procès mettant sur la sellette les conséquences culturelles de cette option économique, concernant notamment le mode de vie des individus, les pratiques relationnelles, la qualité de la nourriture, la pureté de l'air, etc., etc. Ces éléments procèdent des choix économiques réalisés. Ils en sont la conséquence et non la cause. Ils peuvent naturellement faire l'objet de débats multiples, et il va de soi que nous partageons toutes les analyses défectuologiques de ces avatars de la société industrielle croissante. Mais, en réalité, le problème n'est pas là. Le véritable problème est que le système politique oligocratique a installé une pratique économique éphémère et sans avenir, quels que puissent être les éventuels bienfaits ressentis momentanément par les usagers au cours de cette période éphémère. Cette économie, tout entière basée sur la consommation de ressources naturelles finies, va naturellement s'éteindre avec l'extinction de ces ressources. Et ce sera la fin de cette parenthèse industrielle considérée par beaucoup d'observateurs comme une altération de la trajectoire normale. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce qu'une trajectoire normale et comment la reconnaître? Une trajectoire normale, c'est tout simplement une trajectoire qui respecte l'équilibre naturel, et notamment la biologie et également l'écologie. C'est donc une économie basée uniquement sur les ressources renouvelables. Les lois physiques, issues du troisième principe de la thermodynamique et du concept de l'entropie, et ayant notamment servi de base aux travaux de Nicolas Georgescu-Roegen, montrent sans ambiguïté que tout prélèvement de la dot terrestre conduit immanquablement à terme à une déperdition définitive de la matière utilisée. Par voie de conséquence, si cette matière n'est pas renouvelée par la nature elle-même et dans des délais compatibles avec l'échelle humaine, elle devient alors indisponible et l'industrie sur laquelle elle est fondée, naturellement, s'écroule. La matière renouvelable à échelle humaine
Par contre, elle reste disponible en permanence, dans la mesure, bien entendu, où le prélèvement humain ne dépasse pas son taux de renouvellement. À ce stade du propos, il convient de rectifier d'ailleurs certaines idées reçues par rapport aux ressources dites renouvelables, et plus particulièrement énergétiques. En précisant qu'on range à tort les énergies solaires, éoliennes et hydrauliques dans les énergies renouvelables, alors qu'il conviendrait plutôt de les classer dans les énergies inépuisables. La différence est peut-être minime, mais elle n'est pas sans intérêt, car on nous fait fallacieusement passer les énergies inépuisables pour des renouvelables ordinaires, avec l'intention, sans doute, de nous faire passer également ces énergies pour des énergies nouvelles. Or, c'est tout le contraire. Ces trois énergies, certes inépuisables à l'échelle humaine, sont ancestrales. Elles sont même les premières énergies que l'homme a tenté d'utiliser pour son profit économique. Ainsi, les Égyptiens faisaient la cuisine à l'énergie solaire, les Perses ont utilisé les moulins à vent dès 700 avant Jésus-Christ, et les Romains imaginèrent 2 siècles avant notre ère de placer des roues à pales près des rivières pour faire tourner des meules en utilisant la force du courant. C'est dire à quel point on peut taper dedans allègrement sans se poser la question de leur épuisement putatif. Mais le discours officiel oublie toutefois de préciser une chose fondamentale. Dans un système basé sur le renouvelable, on ne peut utiliser que des matériaux renouvelables pour construire les dispositifs de capture. C'est-à-dire des axes en bois, des courroies en chanvre, des cailloux, du sable, de la sève d'EVA, etc., etc. Exit le fer, le cuivre, l'aluminium, le plastique. Et alors, patatras, on en revient au point de départ, c'est-à-dire à l'Antiquité. Ce qu'il faut donc ajouter à la propagande oligarchique sur les énergies renouvelables, c'est que pour être vraiment renouvelable, on ne doit utiliser que du renouvelable et pas des matériaux finis, même pour l'inépuisable. Cela paraît pourtant limpide, mais il faut croire que les mandataires de l'oligarchie ont intérêt à le dissimuler. Reste le simplement renouvelable, c'est-à-dire grosso modo la biomasse, autrement dit encore le système végétal et animal, qui croît et se reproduit naturellement sans avoir besoin de l'intervention humaine. Cette biomasse peut fournir une dot gratuite permanente sous la forme d'un accroissement annuel représentant une quantité que l'homme peut prélever sans problème, sous réserve naturellement de ne pas prélever plus que cette quantité de croissance naturelle pendant la période considérée. Cette option de base est la seule option capable d'assurer une durabilité du système économique humain. Et c'est l'option qui a prévalu jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et jusqu'à la mise en place conjointe, complice et partenaire du système politique oligocratique et du système économique capitaliste. Cette nouvelle politique économique, basée sur la consommation des ressources finies, se révèle aujourd'hui sans issue. La décroissance du monde industriel apparaît comme un terme inéluctable. Dès lors, nous pouvons affirmer que la période éphémère de croissance à laquelle nous assistons depuis 200 ans constitue objectivement et indubitablement une altération de la trajectoire bioéconomique normale de la société humaine et que notre niveau de résilience se mesurera à notre capacité de récupérer une vision saine, c'est-à-dire bioéconomique, de l'organisation sociale de la collectivité. Voilà ce qu'est pour nous la résilience.